santé sur l'application de l'évidence à la politique. Je m'appelle Hélène Baroua et je travaille pour le projet de l'USAID, Health, Finance and Governance, soit financement et gouvernance de la santé en français. Je suis également membre du groupe de travail de l'évidence à la politique. Maintenant, je vais vous donner un bref aperçu du groupe et de la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Le groupe de travail Système global de santé est une communauté de chercheurs, experts en système de santé, qui défendent la recherche sur le système de santé et qui engagent des dialogues entre chercheurs, exécutants et décideurs politiques. Le groupe de l'évidence à la politique est relativement nouveau. Afin d'appuyer les efforts de renforcement en système de santé, il nous faut des preuves solides. Cependant, tu peux sortir le ventilateur et mettre ça dans mon dos de ce côté. Comment ça? Excusez-moi, vous pouvez couper votre son, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Le groupe de l'évidence de la politique est relativement nouveau. Afin d'appuyer les efforts de renforcement en système de santé, il nous faut des preuves solides. Cependant, il continue à y avoir un écart entre la création de nouvelles évidences en recherche sur le système de la santé et la traduction de cette même évidence à la politique. Cet écart peut être surmonté et nous proposons que, vu le bon niveau de soutien et d'interaction entre les chercheurs et les décideurs, les résultats de la recherche servent en tant que politique appropriée et mesures adaptées. Par conséquent, le groupe souhaiterait premièrement, permettre aux chercheurs de soutenir l'utilisation de la recherche sur les systèmes de santé. 2. Sensibiliser les décideurs politiques et autres parties prenantes sur la nécessité de la valeur, la demande et l'utilisation de l'évidence. Troisièmement, faciliter les dialogues et partager les meilleures pratiques en matière de traduction de l'évidence. 4. Collaborer avec d'autres groupes de travail de la communauté, système global de santé, et de promouvoir la traduction de l'évidence. Quatrièmement, aujourd'hui, nous allons entendre une discussion entre experts à propos d'une stratégie pour cette traduction de l'évidence en politique qui consiste en formation directe et communication entre chercheurs et décideurs. La discussion de groupe entre experts durera enfin environ 25 minutes et puis il sera temps pour les questions. Quelques points de logistique pour le webinaire. Si vous avez des questions lors de la présentation, s'il vous plaît, rentrez-les dans la boîte à questions en bas à droite de votre écran. Ils seront recueillis et traités après la présentation. Aussi, si vous soumettez une question, n'oubliez pas d'inclure votre nom, s'il vous plaît. Si vous êtes prêts, nous sommes prêts aussi, on y va. C'est avec un grand plaisir que je vous présente notre modérateur, Dr Pascal Ndiaye, qui nous vient de l'Association africaine d'économie et politique de la santé. Merci Pascal d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi. Pascal, je vous donne la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Et merci d'être présent sur ce webinaire. Je m'appelle Pascal Ndiaye et je mène des activités. Allô? Oui, on te suit, Pascal, vas-y. Et je coordonne des activités de AFIA, notamment les activités liées aux formations que AFIA dispense sur la couverture sanitaire universelle. Comme la plupart d'entre vous le savent, AFIA est une association africaine d'économie et politique de santé qui a été créée en 2009. AFIA mène plusieurs types d'activités, dont l'organisation des conférences internationales. La prochaine est à venir sous peu, en septembre 2016. La diffusion d'une lettre d'information, l'organisation d'un groupe de discussion en ligne et les activités de formation. AFIA couvre tous les pays africains et intéresse tous les acteurs qui travaillent dans le domaine de la santé, avec un focus sur l'économie et politique de la santé pour les pays en développement.
Je voudrais très rapidement introduire les panélistes, mais avant cela, sur le domaine spécifique des formations sur la couverture sanitaire universelle, l'objectif est de renforcer les capacités des différents acteurs, décideurs politiques, organismes nationaux ou internationaux, pour les aider à formuler et à mettre en œuvre des programmes et politiques de couverture sanitaire universelle. Ce besoin n'est pas sorti du néant. AFIA a déjà organisé 2 conférences internationales sur le thème de la couverture sanitaire universelle. La première a eu lieu à Dakar en 2011 et la deuxième à Nairobi en 2014. Donc ces 2 conférences internationales ont porté spécifiquement sur la couverture sanitaire universelle avec plusieurs dimensions qui ont été développées et des présentations, des centaines de présentations qui ont été données lors de ces conférences. Donc AFIA facilite l'échange d'informations et d'expériences entre les acteurs par cette stratégie. La deuxième activité prioritaire dans ce domaine de la couverture sanitaire universelle, c'est l'organisation des ateliers de formation. Ces ateliers visent la communauté francophone, mais aussi la communauté anglophone. En français, 4 ateliers ont déjà été organisés et un 5e est en cours de préparation pour le mois à venir. Et pour la communauté anglophone, un atelier a déjà été organisé à Nairobi et le 2e est en cours de préparation au Nigeria, à Abuja, le mois prochain. Donc, je vais maintenant, slide please, introduire les panélistes. On a d'abord Miloud Kadar, qui est connu au niveau international et qui a beaucoup travaillé, slide please, qui a beaucoup travaillé avec l'OMS et des réseaux comme le réseau maghrébin d'économie et politique de la santé, le RESMA. Miloud est un membre fondateur de AFIA, donc il est là depuis le début et il est un des principaux facilitateurs des cours de AFIA. Il y a Madame Ndeye Sofietou Gueye, qui malheureusement a eu un problème de dernière minute, mais elle travaille dans l'agence pour la couverture maladie universelle au Sénégal. Madame Gueye est sénégalaise. Slide, please. On a aussi en ligne Madame Latro. Elle est ivoirienne et elle travaille comme conseillère technique au ministère de l'économie et des finances. Donc, elle est très spécialisée dans les questions pour les groupes vulnérables et organise ou réalise des documents politiques pour donner aux décideurs dans son pays. On a enfin Hugues Thibozo, qui est béninois et qui a précédemment travaillé comme point focal du régime d'assurance maladie au Bénin pour la coordination de tous les travaux préparatoires à la mise en place du régime d'assurance maladie universelle de ce pays. Il est aussi formateur dans plusieurs instituts, vous voyez cela en ligne, et M. Thibozo est en ligne avec nous. Ma première question va d'abord à ces participants aux ateliers de AFIA, Thibozo notamment et Madame Latro. Nous avons aussi en ligne d'autres
d'autres personnes qui ont participé aux formations et qui peuvent éventuellement intervenir ou poser des questions via le chat. J'espère que tout le monde comprend le panneau de configuration du GoToWebinar. Alors, Madame Latro et Chibozo, ma première question à vous, c'est de vous demander quelle a été votre motivation et la motivation de vos organismes pour participer à ces cours sur la couverture sanitaire universelle. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous avez senti le besoin d'avoir ces types de formations dans votre pays? Madame Latro, est-ce que vous m'entendez? Madame Latro ou Chibozo, est-ce que vous pouvez mettre votre micro on pour répondre à cette première question? Bonjour Pascal, c'est l'équipe de Bethesda. Peut-être qu'on pourrait passer à Maloud, donner la parole à Maloud, le temps que Madame Latro nous joigne. Madame Latro est en ligne, il me semble, et Chibozo aussi. Oui, je te suis, hein, Pascal. D'accord. Chibozo, est-ce que tu peux répondre à cette première question en attendant que Madame Latro se reconnecte? Allô? Si elle Oui. a des problèmes. Oui, j'avais pas les sons. Il semble qu'elle est revenue, là, Madame Latro. Elle est revenue, non? Oui, elle est revenue. Ok, Allô? allez, bienvenue. Allô, c'est bon? Madame Latro, on vous écoute. Oui, Pascal. Et effectivement, il faut dire que la Côte d'Ivoire est dans le processus depuis 2001. Et donc, il était question donc d'avoir des experts bien formés pour pouvoir amener le processus d'installation de la couverture maladie universelle à son terme, pouvoir conduire le processus à son terme. Et donc, notre ministère étant financièrement très impliqué, il était donc question de former les collaborateurs qui étaient impliqués dans la gestion du projet et leur donner les capacités nécessaires de pouvoir porter le projet jusqu'à au terme du processus d'installation de ce projet. Et c'est dans ce contexte que nous avons découvert que AFIA organisait une formation de haut niveau sur la couverture maladie universelle. Nous a intéressés et nous avons postulé pour pouvoir bénéficier de cette formation. Merci, Madame Latro. Chibozo, quelle a été votre expérience? Quelle a été votre motivation et celle de vos partenaires et votre institution pour suivre ce cours? Ok, merci beaucoup, cher ami Pascal. Merci à toutes et à tous. Comme Pascal venait de le dire, j'avais déjà eu l'occasion de travailler comme point focal en vue de la mise en place du régime d'assurance maladie universelle chez moi au Bénin. Et lorsque les formations AFIA ont été lancées, c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que j'ai jugé utile d'abord de renforcer mes propres capacités dans le domaine, mais également de partager ma petite expérience avec d'autres participants venant d'autres horizons, venant d'autres pays, pour pouvoir être plus à même d'implémenter cette nouvelle dynamique dans mon pays. J'avoue que ma motivation était d'autant plus grande que derrière les organisateurs de cette formation, j'ai vu un certain nombre de têtes que je connaissais déjà. Quand je voyais Chris Hatim, Pascal Ndiaye, le professeur Miloud Kada, que j'ai déjà rencontré à plusieurs occasions, étant moi-même membre du RESMA et ayant eu l'occasion de participer à l'une des sessions du RESMA co-animée par Miloud Kada,
Et tout cela m'a motivé et je me suis dit, en y allant, j'apprendrai quelque chose de plus qui me permettrait de renforcer mes propres capacités et d'améliorer mes potentialités en matière d'implémentation du régime d'assurance maladie universelle au Bénin. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à postuler et j'ai eu le plaisir d'être accompagné dans cette dynamique par la directrice générale de l'Agence nationale de l'assurance maladie du Bénin et qui a introduit la requête et puis j'ai pu bénéficier du financement de l'OAS pour prendre part à cette formation que j'ai beaucoup appréciée. Voilà grosso modo ce que je peux dire à ce niveau, à ce stade de discussion. Merci Chibozo. Je disais en introduction que le programme AFIA sur la couverture sanitaire universelle n'était pas sorti du néant. AFIA avait réalisé une enquête de grande envergure auprès de différents types d'acteurs dans les pays concernés sur leurs besoins en formation sur la couverture sanitaire universelle. Et donc c'est à la suite de cette enquête qu'un programme a été élaboré et des personnes ressources ont été contactées pour constituer un pool d'experts pour délivrer ces formations. Et comme je disais dans les présentations, Miloud est l'une de ces personnes ressources. Alors ça me permet de me tourner vers Miloud. Comment vous aviez organisé le contenu de ces cours et pour pouvoir répondre aux besoins des personnes? Merci Pascal, bonjour tout le monde. Effectivement, le processus de préparation du contenu et du format de cette formation a été relativement long et assez complexe. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de nous appuyer sur au moins 3 piliers. Le premier, c'est ce que tu as dit Pascal, c'est-à-dire la riche enquête et études, série même d'études qui ont été faites par AFIA sur les besoins des pays et sur les questions qui se posent de manière pratique, de manière concrète, de manière opérationnelle au pays en matière de mise en œuvre, d'abord de compréhension et puis de mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Le deuxième pilier, c'est l'immense littérature internationale qui existe. Il y a eu beaucoup de recherches appliquées, de recherches théoriques sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire la CSU, la couverture sanitaire universelle, et comment la mettre en œuvre, et puis surtout quelles leçons, quel enseignement on a tiré de tout ce qui a été fait par les pays et par les organisations bilatérales ou internationales concernées. Il faut dire que la CSU, même si c'est un mot ou si c'est des termes qui sont relativement nouveaux, l'objectif essentiel, c'est-à-dire l'accès aux soins pour tous, l'accès aux soins pour ceux qui en ont besoin, ce n'est pas un thème nouveau. Donc il y a déjà une immense littérature là-dessus et je crois qu'il fallait en bénéficier et tirer avantage. Et le troisième pilier, c'était les échanges importants et riches qui ont eu lieu avec les participants. En fait, ce n'étaient pas des participants puisque ce sont des personnes ressources. Et Hugues vient de dire, comme Madame Latreau, ils ont déjà une expérience, ils avaient lancé déjà cette affaire depuis au moins 2001, ils se posent des questions, ils ont quelques problèmes, ils ont eux-mêmes tiré un certain nombre de leçons, et c'est à travers cet échange avec les participants, mais aussi avec les autres formateurs, avec les autres experts, que nous avons monté un petit peu le contenu et le format de cette formation. Je crois que c'était ça un petit peu le processus, et c'est pour ça qu'on a privilégié, par exemple, de très brèves introductions sur le sujet, juste pour rafraîchir un peu les mémoires, clarifier quelques concepts et quelques notions, et puis tout de suite passer à des questions pratiques opérationnelles, mais qui sont communes à plusieurs pays pour qu'on puisse évidemment apprendre plus et puis utiliser des outils pratiques pour l'analyse de la CSU et répondre à un certain nombre de problèmes qui se posent dans les pays. Et puis, dernier point que je voudrais dire, c'est qu'on a aussi sélectionné les meilleurs documents, les meilleures références en ce qui concerne ce type de sujet pour les mettre à la disposition des experts, des facilitateurs, mais bien évidemment des participants, en insistant sur le fait que cette boîte à outils, ces références et aussi tous les liens que l'on peut partager doivent être mis à la disposition de ceux qui n'ont pas pu assister à cette formation, mais qui certainement pourront profiter de cet ensemble de documents. Voilà ce que je peux dire, Pascal, sur comment on a préparé un petit peu
les premières sessions de formation dans ce domaine. À toi, Pascal. Très bien, merci Miloud. Je me retourne de nouveau en signalant qu'il y a d'autres personnes ressources, d'autres formateurs qui sont en ligne avec nous et qui peuvent éventuellement intervenir. Nous avons notamment M. Cham, Moustapha Cham, qui est démographe économiste de la santé aussi, qui est ici au Sénégal. Nous avons un institut de formation qui est le César, parce que AFIA mène ses formations en partenariat avec des institutions qui fournissent des cours diplômants sur l'économie de la santé, etc. Et donc, AFIA fait un partenariat avec ces institutions, inscrire le contenu de ces cours dans des schémas plutôt académiques. Nous avons aussi en ligne Justin Tine, évidemment, qui est aussi au Sénégal. Et nous avons également, juste une petite seconde, M. Tibouti, je pense qu'il est aussi en ligne, qui est aussi économiste de la santé, très versé sur les questions d'équité en matière de couverture sanitaire universelle et qui est basé à Montréal, qui est une des personnes ressources clés de AFIA. Nous avons d'autres formateurs aussi qui sont en ligne. Mais pour vous, qui avez suivi ces formations, vous avez reçu une masse d'informations et de connaissances. Comment vous appréciez le contenu de ces formations et comment vous utilisez ce que vous avez appris dans votre contexte spécifique? Madame Lacroix. Ou Hugues, si tu peux répondre aussi. Ok, merci beaucoup Pascal. Tout le monde reçoit, j'espère. Oui. Oui, il faut dire que cette formation m'a été plus que bénéfique parce que j'ai pu renforcer mes propres capacités en matière de mise en œuvre des programmes de couverture sanitaire universelle. Je le disais tantôt, lorsque vous avez eu des formateurs ou des facilitateurs comme Miloud Kadar, comme Tibouti, comme Jean Perrault et autres, vous ne sortez jamais de cette formation telle que vous y êtes entré. Ce n'est pas pour les flatter, mais c'est une réalité. Alors, j'ai pu renforcer mes propres capacités et je me sens beaucoup plus apte à affronter un certain nombre de défis liés à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle au Bénin par mon agence. C'est ce qui a fait qu'à mon retour, je n'ai pas hésité à échanger avec des collègues, des collaborateurs sur le contenu de cette formation, mais également j'ai eu des échanges avec d'autres personnes qui sont hors de l'institution qui m'emploie, mais qui travaillent à l'échelle nationale sur cette thématique importante qu'est la couverture sanitaire universelle. J'ai même eu à partager les supports de cours avec certaines de ces personnes qui ont réagi là-dessus. Il y en a qui ont exprimé des préoccupations auxquelles j'ai apporté des éléments de réponse au vu des échanges que nous avons eus à Grand Bassam. Et je crois que désormais mes capacités en termes de conception, de planification et de réalisation des activités liées à la couverture sanitaire universelle ont été fortement renforcées. Mais il y a quelque chose que je voudrais préciser, qui est extrêmement importante, c'est que je participais à cette formation dans un contexte d'élaboration du projet de loi portant régime d'assurance maladie universelle au Bénin. Donc, le projet de loi avait déjà été élaboré, adopté par le gouvernement et transmis à l'Assemblée nationale au moment où je participais à cette formation. Donc, de retour de cette formation, j'ai eu l'opportunité de prendre part aux travaux d'études techniques de ce projet de loi que le gouvernement avait envoyé à l'Assemblée nationale. Et je dois avouer que les interventions que j'ai eu à faire à l'occasion, les éléments d'amélioration que j'ai eu à apporter à ce projet de texte qui est actuellement en discussion devant la représentation nationale du Bénin, ont été en partie, sinon largement inspirés par ces nouvelles notions que j'ai eu à acquérir et également par les échanges que j'ai eus avec les experts d'autres pays qui ont participé à la formation avec nous. Parce que, comme l'avait dit le professeur Miloud Kadar tout à l'heure, ce n'étaient pas de jeunes apprenants en tant que tels, c'était des gens qui ont une certaine expérience, qui non seulement sont venus acquérir de nouvelles notions,
mais également ont saisi l'occasion pour partager leur expérience avec d'autres. Je crois que cela, pour moi, a été extrêmement enrichissant, non seulement pour ma propre personne, mais également pour l'institution qui m'emploie. Merci. Madame Latro, est-ce que vous pouvez nous donner aussi des exemples concrets de l'utilisation des connaissances acquises dans votre contexte? Bon, apparemment, Madame Latro a des problèmes de connexion, mais je vais très rapidement me retourner vers Miloud en tant que formateur. Vous avez, comme tu l'as souligné tantôt, eu une masse d'informations, un regard croisé sur le contexte des différents pays parce que les participants venaient de partout. Vous avez regardé la littérature, vous avez vu plein de choses avec les formateurs. Deux questions qui peut-être sont liées. D'abord, comment vous avez assuré que les formateurs répondent réellement aux besoins? Et deuxièmement, quels sont les messages clés au regard de tout ce que vous avez comme expérience et ce que vous avez vu et les choses partagées par les participants? Quels sont les messages clés que vous avez sur la couverture sanitaire universelle et leur transfert dans les contextes spécifiques? Merci Pascal. Je répondrai peut-être à cette deuxième question d'abord. Je voudrais d'abord dire que travailler sur la couverture sanitaire universelle, c'est un défi fabuleux. C'est un sujet merveilleux parce qu'il touche aux aspects économiques, aux aspects santé publique, aux aspects communication, aux aspects médicaux, aux aspects psychologiques, aux déterminants sociaux. C'est vraiment un sujet carrefour. C'est un sujet fabuleux pour tous ceux qui veulent s'engager là-dessus. D'autre part, il y a un enthousiasme énorme au niveau international concernant cette couverture sanitaire universelle. Et on vient de le voir aux Nations Unies, juste le mois dernier, en septembre, l'Assemblée mondiale des Nations Unies a adopté les nouveaux objectifs du développement, et un des nouveaux objectifs du développement concerne la couverture sanitaire universelle. Donc c'est un sujet qui va être et qui est déjà sur l'agenda au niveau international pour la période qui commence après cette année 2015. Donc c'est vraiment une formidable opportunité, et c'est un problème qui ne s'oppose pas seulement au Bénin, au Mali, en Tunisie, mais il se pose dans beaucoup de pays du monde, y compris les États-Unis, y compris la Grande-Bretagne, y compris la France, ont des problèmes en termes de couverture sanitaire universelle de qualité réelle et évaluée. La deuxième leçon qu'on a, c'est que la couverture sanitaire universelle, c'est une œuvre de longue haleine. Elle demande une stratégie à moyen et à long terme, avec bien sûr des actions dans l'immédiat, avec des améliorations immédiates. Mais ce n'est pas un projet qui commence en janvier 2015 et qui finit en décembre 2015. La couverture sanitaire ne peut pas et ne doit pas être gérée comme un projet parce qu'il n'y a pas un terme, même quand on a un taux de couverture de 80% de la population et un paquet de services qui est large, il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer l'efficience, pour améliorer la qualité et pour améliorer l'accès à ces services pour l'ensemble de la population concernée. Donc, ne pas considérer la CSU comme un projet géré de manière verticale par une équipe restreinte dans un bureau du ministère de la Santé ou des Finances, ce n'est pas, à mon avis, et à l'avis de tous ceux qui ont participé à cette formation, l'approche qui est préférable. D'autre part, la CSU, ce n'est pas, il ne peut pas y avoir de solution miracle en termes de, voilà, tout va être financé par l'État, ou tout va être financé par le budget de l'État, ou ça va être financé par les mutuelles, ou ça va être financé par le financement communautaire, ou ça va être financé par un impôt sur les téléphones mobiles. Non, à mon avis, le financement de la CSU, c'est forcément, et dans beaucoup de pays, une combinaison des sources et des mécanismes de financement qui vont allier le budget de l'État, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles, le financement communautaire, le financement catalytique, provisoire des donateurs, mais aussi des financements innovants, comme on peut aujourd'hui les concevoir. D'autre part, la CSU, s'il n'y a pas une bonne gouvernance dans le pays,
La CSU, sans une bonne gouvernance du système de santé, ce n'est qu'une augmentation du gaspillage et de la perte de temps à tous les niveaux. C'est important que la gouvernance et la meilleure et la bonne gouvernance accompagnent, est une condition également de la CSU. Donc ça, je pense que c'est une des leçons que nous avons tirées ensemble. Et puis, la CSU, ce n'est pas seulement un problème de quantité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont couvertes ou le nombre de prestations qui sont offertes. La CSU, c'est également la qualité des services, la qualité des prestations, la qualité de l'accueil, le respect des usagers, le respect du patient, le respect du malade. Et tout ça, ça compte beaucoup plus que le nombre d'hôpitaux, ou le nombre de médecins, ou le nombre de médicaments, ou le nombre d'infirmiers qui sont offerts à la population. Qualité et quantité vont ensemble, et il ne faut pas l'oublier parce que des fois, on dit tiens, le budget a augmenté de 20%, donc tout va bien. Non, le budget peut augmenter de 20% et la qualité baisser. Donc il faut faire attention et marcher sur ces deux pieds, c'est-à-dire la quantité et la qualité doivent aller ensemble. Le paquet de services, et c'est ça une des grandes difficultés dans tous les pays en ce qui concerne la couverture sanitaire universelle, c'est qu'est-ce que l'on peut et qu'est-ce que l'on doit offrir à la population. À quel rythme? Quelle est l'étendue du paquet de services? Qu'est-ce qui doit être dedans? Et comment le faire progresser? Et à notre avis, et ça a été discuté, il vaut mieux offrir peu et bien au début et augmenter au fur et à mesure la qualité et la prestation des services que de promettre la lune dès le début, de promettre à ce que tout le monde va avoir tout de suite sans limite et en fait n'offrir que très peu. Et ça, comment dirais-je, les déceptions peuvent être trop grandes et l'effort sera certainement arrêté par ce type de démagogie que l'on rencontre et que l'on écoute de temps en temps dans certains pays. Et puis, il y a le socle dans les soins de santé primaires, le socle des soins de santé primaires qui sont un fondement de toute couverture sanitaire universelle qui a du sens, qui permet de construire des systèmes de santé qui vont durer et qui vont servir d'abord les populations vulnérables, les populations marginales, les populations qui ont besoin d'une protection de la part de la communauté, de la part de la collectivité, de la part des États. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en Afrique et on parle du système de couverture sanitaire en Afrique. Malheureusement, le secteur informel, que ce soit dans l'économie ou que ce soit dans les services sociaux, est énorme. Les gens qui ne sont enregistrés nulle part, qui ne sont pas intégrés au système officiel. Donc le secteur informel est immense. Et comment avoir une couverture sanitaire universelle si on ne pense qu'à ceux qui habitent en ville, si on ne pense qu'aux fonctionnaires, si on ne pense qu'aux salariés, si on ne pense qu'à ceux qui ont des moyens pour adhérer à tel ou tel mécanisme. Il faut ne pas oublier tous les exclus, tous ceux qui n'ont jamais été intégrés à un quelconque système médical, à un quelconque système sanitaire. Donc c'est important de tenir compte de la réalité particulière de l'Afrique et du poids énorme du secteur informel. Et ça mérite une créativité, une innovation, une capacité à imaginer des mécanismes pour justement intégrer et faire bénéficier cette population exclue, cette population qui est dans le secteur informel. Et des fois, ce n'est pas seulement des populations fragiles qui sont dans le secteur informel. Il y a des gens très riches, mais qui ne payent pas d'impôts, qui ne sont déclarés nulle part et qui sont dans le secteur informel. Donc c'est important de voir qu'est-ce que c'est que ce magma, qu'est-ce que c'est que cet ensemble qui est appelé secteur informel. Et là, il y a d'énormes recherches qui sont à faire et qui ont été déjà faites dans certains pays et dont il faut tirer des leçons. Et puis, je dirais que la mobilisation des ressources domestiques est importante, notamment pour renforcer l'autonomie des pays. Et la place des femmes dans la gestion et dans les services de santé, elle est particulièrement importante pour vraiment avancer vers la couverture sanitaire. Et puis, je terminerai, Pascal, avec les deux autres points, c'est que les partenaires, les donateurs sont là et doivent continuer à aider les pays, mais ils doivent d'abord coordonner leurs efforts et s'aligner sur les politiques nationales, s'aligner sur quels sont les éléments qui sont importants tels qu'ils ont été décidés par les autorités du pays avec l'aide des communautés du pays. Et enfin, le dernier point, apprendre des évidences, apprendre de l'expérience, apprendre de ce que les autres ont fait et de ce que l'expérience internationale nous dicte comme meilleure pratique. Et ça, je crois, c'est extrêmement important. Il y a des réseaux qui sont dans ce cadre-là et il est important que l'évaluation, la transparence, rendre compte deviennent des normes de fonctionnement, deviennent des outils de gestion à tous les niveaux, pas seulement au niveau périphérique
périphérique, pas seulement au niveau central, à tous les niveaux, parce que ça permet de corriger les erreurs. Et dans toute expérience, il y a des erreurs, il y a des difficultés, mais aussi de consolider les progrès dans la marche vers la couverture sanitaire universelle. Je crois là, Pascal, que j'ai résumé en quelques mots certains enseignements et quelques points clés de ce qui a été discuté avec les experts facilitateurs, mais aussi et surtout avec les participants et les représentants des pays. À toi, Pascal. Oui, très bien. Ça a été très bien résumé. Je vois qu'il y a une masse d'informations. J'étais même tenté de vous demander comment vous aviez assuré que tous ces messages passent au niveau des participants. Quel a été le travail fait avec les formateurs, mais je pense qu'on est un peu pris par le temps. Alors, je vais retourner vers les participants pour leur demander, après ce que vous avez reçu comme contenu de formation, qu'est-ce que vous voyez comme point prioritaire, pertinent, urgent à résoudre par ce type d'action de formation des cadres? Est-ce que Mme Lacroix a pu nous rejoindre? Toujours des problèmes. Peut-être qu'elle nous entend, mais qu'elle n'arrive pas à remettre son micro on. En attendant, peut-être, Thibozo, tu peux répondre à la question sur ce qui reste encore à combler comme déficit en matière de formation. Ok, d'accord. Pascal, je te reçois très bien. Je crois il reste quelques aspects sur lesquels, à mon humble avis, AFIA pourrait mettre le focus en termes de renforcement de capacité des acteurs. Je pense par exemple à un point évoqué tout à l'heure par le professeur Meloud Kada. C'est par exemple tout ce qui pousse à la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la couverture sanitaire universelle est une thématique assez porteuse. C'est une thématique attrayante, c'est une thématique sur laquelle, à juste titre, tout le monde se positionne. On note d'abord une forte volonté politique des gouvernants, mais on note également un engouement des partenaires techniques et financiers qui appuient le secteur de la santé ou d'une manière générale le secteur de la protection sociale. On note leur engouement pour cette thématique-là. Mais la difficulté majeure que nous, les experts nationaux qui sommes dans la mise en œuvre, rencontrons à ce niveau, c'est le défaut de coordination des interventions de ces différents partenaires. À des moments donnés, on a le sentiment que ça part un peu dans tous les sens. Chaque partenaire arrive avec sa logique d'intervention, avec ses règles et procédures, avec ses exigences, avec ses conditionnalités. Vous en avez pour le partenaire X, vous en avez pour le partenaire Y, vous en avez pour le partenaire Z. Vous avez besoin de tous et vous êtes obligé de faire avec. Ce n'est pas toujours évident. Donc, je pense que AFIA gagnerait, et nous gagnerions tous à ce que AFIA envisage, par exemple, avec les experts qui ont une vue transversale sur les mécanismes dans les différents pays comme Meloud Kada, à monter des modules qui partent de l'existant et pour asseoir des modèles de coordination, voire d'harmonisation des interventions des PTF dans les différents pays qui se sont lancés dans la marche vers la couverture sanitaire universelle. Ça, c'est une première thématique sur laquelle je pense qu'on peut encore réfléchir. L'autre thématique, à mon avis, c'est par exemple tout ce qui touche à la mobilisation des ressources domestiques additionnelles pour le financement de la CSU. Meloud Kada en a déjà parlé tout à l'heure, c'est également une thématique majeure. On a le sentiment, lorsqu'on ne fait pas attention, que la CSU doit être financée exclusivement soit par l'État, soit par les PTF, etc. Mais quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a de fortes potentialités au plan national. Il y a de fortes potentialités au plan local que l'on laisse de côté, alors que ces ressources domestiques, si elles sont suffisamment prospectées et mobilisées de façon cohérente, pourraient amener à améliorer le financement de la couverture sanitaire universelle. Donc, je pense qu'il y a là quelques pistes, de réflexion en termes de conception et de mise en œuvre de modules additionnels. Et je crois que là également, AFIA pourrait bel et bien faire quelque chose dans ce sens. J'ajouterais également tout ce qui touche au contrôle des prestations en matière de couverture sanitaire universelle.
Parce que, tu sais, Pascal, lorsque, je pense tout simplement au phénomène du hasard moral. Lorsque les populations savent qu'il y a quelqu'un qui paye et qu'elles ne sont plus obligées de débourser de l'argent de leur poche pour aller aux soins, il y a une tendance naturelle, il y a une tendance humaine à en abuser. Et cet abus de recours aux prestations ne se note pas seulement du côté des bénéficiaires de la CSU. C'est du côté de tous les acteurs. Il y a le prestataire qui a tendance à en abuser pour améliorer son gain. Il y a le bénéficiaire qui a tendance à en abuser. Il y a les différents organismes gestionnaires délégués. Donc, le risque d'abus est élevé. Dès lors, il est indispensable de concevoir des modules de renforcement de capacité des différents acteurs pour assurer un meilleur contrôle des prestations en vue de contrôler également les coûts de la CSU. Parce que si on ne réfléchit pas également sur cette thématique, la CSU sera mise en branle dans les différents États, mais très rapidement sera rattrapée par un certain nombre de dérives qui vont entraîner une explosion des coûts de la couverture des différents programmes tendant à la couverture sanitaire universelle. Donc, pour me résumer, première thématique, à mon avis, tout ce qui touche aux techniques et aux outils de contrôle des prestations en matière de couverture universelle pourrait faire l'objet de réflexion. Tout ce qui touche à la pérennisation du financement de ces programmes-là, grâce à la consolidation déjà des ressources existantes, mais également à la mobilisation des ressources additionnelles, notamment locales, et enfin tout ce qui touche à la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers en appui à la couverture sanitaire universelle. Voilà ce que je pourrais dire pour apporter quelques éléments de réponse à cette question-là. Oui, très bien, Hugues, merci. Avant de laisser la parole à l'audience, mais d'abord en commençant par quelques questions que Miloud va poser et qui sont remontées des auditeurs, je voudrais juste informer que lors des formations, AFIA organise trois niveaux d'évaluation pour vraiment s'assurer que tout va bien dans ce qui est proposé comme contenu. Il y a d'abord l'évaluation des acquis qui se fait lors de chaque atelier et de façon journalière, mais aussi à la fin de la formation pour voir si cette évaluation pédagogique réalisée en cours de formation, pour voir si les participants ont acquis les connaissances et les compétences qui étaient visées par la formation et qui étaient attendues de leur part. Il y a l'évaluation du transfert, ce qu'on appelle l'évaluation du transfert, qui vise à savoir si les connaissances acquises sont effectivement utilisées par les participants et dans quel contexte. Ce webinaire, c'est une forme de cette évaluation, mais il y a aussi des formulaires qui ont été envoyés à tous les participants aux formations de AFIA et qui sont en cours de traitement. Et déjà là, nous avons un listing de ce qui est attendu comme formation à venir et quels sont les besoins. Et il y a l'évaluation d'impact, mais cela va s'organiser quelques années après l'organisation de ces formations. Voilà ce que nous voulions partager en gros avec l'audience. Maintenant, je vais retourner la parole à l'audience, mais peut-être refaire remonter d'abord les questions qui nous sont parvenues par chat ou par mail. Et Miloud peut les introduire. Merci à tous. Oui, Pascal, il y a trois questions qui ont été posées par les participants, par ceux qui nous écoutent. La première question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une copie de la présentation qui a été faite aujourd'hui? Je crois donc qu'il s'agit des slides là, qui sont en train de passer sur l'écran. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que nous avions évoqué l'utilisation d'un certain nombre de documents de référence, de bibliographie et de documents de synthèse. Et plusieurs participants nous demandent, et te demandent à toi en particulier Pascal, est-ce qu'il est possible d'avoir des copies de ces références, de ces bibliographies concernant la couverture sanitaire universelle? Et puis la troisième question Pascal, elle concerne comment AFIA
et comment les organisateurs de ce genre de cours, comment ils procèdent pour maintenir les liens avec les participants et pour soutenir les participants dans la mise en œuvre des connaissances et des outils acquis pendant la formation. Voilà les 3 questions qui remontent de l'audience. Très bien. Tu as répondu à la première question. Je vais d'abord répondre à la troisième. Ça va aller très vite. En fait, AFIA organise, a mis en ligne une plateforme pour tous ceux qui participent au cours. C'est un e-learning où on essaie de partager des informations. Et cet outil va s'intensifier dans les mois, les semaines, jours à venir. Et ça, c'est un moyen de maintenir la communication entre tous les participants sur des thèmes ou des sujets très spécifiques de leur contexte. Donc, échanger des informations. Si quelqu'un pose une question sur des aspects techniques, il pourra avoir aussi bien la réponse des facilitateurs que l'avis des collègues qui ont suivi le cours ou qui sont dans le même besoin. Les références bibliographiques. Alors, il y a deux outils ou bien 2 réponses que je peux donner. La première, c'est que AFIA a déjà réalisé, comme je le disais tantôt, 2 conférences internationales. Toutes les présentations lors de ces conférences sont en ligne. Il suffit de vous rendre sur le site de AFIA et vous pourrez accéder à ces ressources. Donc là, vous aurez énormément de présentations selon des thèmes spécifiques ou bien selon des approches plus globales ou des expériences d'autres pays, que ce soit des pays africains ou non africains, parce que AFIA reçoit même des Asiatiques qui viennent partager leurs expériences. Donc, en matière d'expérience, vous avez de la documentation en ligne. L'autre niveau, c'est que AFIA vient de réaliser un recueil documentaire de plus de 500 références qui sont organisées par pays ou par thème avec l'Organisation ouest-africaine de la santé. Je pense que cette organisation ne manquera pas au moment nécessaire de partager cette ressource. Ce ne sont pas seulement des références qui concernent les pays africains, mais il y en a qui sont d'ordre général. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à ces 2 questions. Maintenant, on peut laisser, je crois, la parole à l'audience. Je ne sais pas comment ça va se faire avec Heather. Excusez-moi, je voulais juste s'interrompre pour une minute. Il y a une question qu'on vient de recevoir que j'aimerais bien poser aux panélistes. Et la question, c'est au-delà des outils et échanges lors des formations, est-ce qu'il y a des panélistes qui ont eu des expériences concrètes d'utilisation du réseau de personnes participant aux formations? Donc, Pascal, si vous voulez prendre la parole pour les autres. C'est une question ouverte à tous. À tout le monde. Ou bien Non, à vous tous. Ah d'accord. Hugues, tu as entendu la question? Miloud, Hugues ou Madame Lacroix? Je pense qu'il y a un problème avec Madame Lacroix. Oui, mais j'ai entendu la question et je crois que tout à l'heure, Hugues a donné une réponse par rapport à sa propre expérience. Il a dit que au moment de la formation ou après la formation, il y avait l'élaboration et le développement des lois qui concernent ou qui sont liées à la couverture sanitaire universelle. Et par le fait qu'il avait assisté à ces formations, il a eu plus de données, plus de notions, plus de connaissances, plus de questions qu'il a posées et dont il a certainement tenu compte lorsqu'il a participé au débat sur les lois qui concernent la couverture sanitaire universelle dans son pays. Bon, voilà un très bon exemple. Moi, j'ai d'autres exemples
où, en tant que formateur, en tant que personne ressource dans cette formation, on a reçu des questions. J'ai reçu des questions disant, ben voilà, est-ce que vous savez comment en Asie il y a eu comment dirais-je, la gestion des systèmes d'assurance maladie communautaires, parce qu'ils ont entendu parler des assurances maladie communautaires en Philippines par exemple. Comment ça s'est passé? D'autres nous ont demandé est-ce qu'on a les derniers documents au sujet des comment on appelle ça, des évaluations faites par l'OMS et les indicateurs de performance concernant la CSU. Donc, il y a eu des questions précises pour justement enrichir un petit peu les documents qui sont les documents et les outils qui sont utilisés dans le pays pour soit planifier, soit mettre en œuvre, soit évaluer les différentes dimensions de la couverture sanitaire universelle. Mais plus important à mon avis, ce n'est pas les échanges entre les participants et les facilitateurs ou les experts, c'est les échanges entre participants eux-mêmes. Et je sais que dans certains pays, parce que par exemple, j'ai vu qu'il y avait un participant qui avait assisté à 2 sessions, eh ben, il nous avait dit que il avait eu pas mal d'échanges avec d'autres participants d'autres pays et qu'il avait constitué une sorte de sous-réseau pour justement continuer à travailler sur ces sujets. Donc ça, je pense que c'est un bel exemple de l'amplification de l'influence que peuvent avoir ce genre de formation et surtout de leur implication pratique pour répondre à des questions des pays. À toi, Pascal. Oui. Merci, Miloud. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont... Je vois une main levée, mais je ne sais pas si la personne peut parler oralement. De Hermel Johnson. Pascal, il y a une question au sujet de la date. Alors, Hélène, est-ce que Elmer Johnson peut poser sa question oralement? En attendant, je voudrais signaler que nous avons aussi en ligne quelqu'un qui a rendu tout cela possible. C'est le directeur exécutif de AFIA, qui est Chris Hatim, et qui nous suit consciencieusement. Bonjour Chris. Est-ce que Hermel Johnson peut poser sa question oralement ou non? Hélène? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Est-ce qu'il peut vous envoyer la question? Est-ce qu'il peut vous envoyer la question à travers les commentaires? Hermel, j'espère que vous avez entendu. Je vois que vous levez la main. Vous pouvez poser votre question via le chat ou l'interface qui vous permet de le faire. Pascal, est-ce que tu peux rappeler la date et le lieu du prochain congrès de AFIA et des prochains cours sur la couverture sanitaire universelle? Merci, Miloud. C'est très bien de rappeler ça. Alors, la prochaine conférence de AFIA se tiendra à Rabat, au Maroc, du 26 au 29 septembre 2016. Notez bien la date. Très bientôt, les inscriptions vont commencer. Ce sera publié. Vous pourrez soumettre les résumés en ligne. Réservez déjà votre place parce que tout ceci va s'organiser aussi en collaboration avec le ministère de la Santé du Maroc et le RESMA. Et donc, cette conférence, le thème principal, c'est vous avez certainement reçu ça sur le Google Group. C'est sur les objectifs de développement durable. Attends, que je lise le titre exact. Et la grande convergence et la santé en Afrique.
Donc, voilà ce thème qui est déjà inscrit à l'ordre du jour. L'objectif de AFIA, comme vous l'avez remarqué, c'est d'être toujours à l'avant-garde des grandes réflexions sur les thématiques de niveau international. Quand on commençait déjà à parler de couverture sanitaire universelle, AFIA avait déjà organisé la réflexion au niveau africain de ce que cela signifiait pour les pays africains. Maintenant, on passe à un nouveau momentum sur les objectifs de développement durable et avec le dossier du Lancet sur la grande convergence et la santé en Afrique. Et déjà, de nouveau, AFIA est à l'avant-garde de la réflexion continentale sur cette thématique. Je pense que c'est important qu'une telle association puisse organiser la réflexion des Africains sur la signification ou l'impact de ces politiques internationales sur le contexte africain. La prochaine formation de... Oui. Oui, juste la deuxième question, la prochaine formation de AFIA, c'est l'occasion aussi de relancer les demandes d'inscription, se tiendra à Bobo Dioulasso, donc au Burkina Faso, mais c'est sur l'outil One Health. Donc, ce sera organisé en partenariat avec l'OMS et l'UNICEF. C'est un outil qui permet de faire le costing, de planifier les coûts des services de santé et inscrire ça dans les simulations pour la couverture sanitaire universelle, mais aussi dans d'autres interventions. Voilà ce que je voulais dire sur ces deux questions. D'accord, merci beaucoup tout le monde. On a dépassé notre temps de 5 minutes. Donc, nous allons terminer notre webinaire. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires nous voulions vous remercier pour votre temps, non seulement aux panélistes, mais aussi aux participants. Nous avons reçu quelques questions, malheureusement, vu qu'on n'a plus de temps, nous allons les répondre et vous envoyer les réponses à vos questions, ainsi que vous donner accès. Nous allons les poster sur le site qui est affiché dans la présentation. Donc, vous aurez accès à tout cela. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions s'il y en a. Donc, nous voulons vous remercier et aussi, s'il vous plaît, si vous pouvez compléter notre questionnaire pour nous aider à améliorer nos prochains webinaires, nous apprécierons ce geste. De la part de toute l'équipe de Bethesda et autour du monde, on vous remercie exclusivement. Merci à tous et au revoir. Merci beaucoup, merci à tous. À très bientôt.